Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire sur les nouveaux arrivants en Ontario, comprendre les systèmes de soutien et de services en français pour les parents d'enfants de 0 à 4 ans. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Dr Marie-Pierre Vendette, Hanan Kabli et Noah El-Sheikh. Alors, deux petits mots sur Nexus Santé et le projet. Donc, le projet Parenthèse est un projet que nous avons depuis plus de 5 ans maintenant, pour lequel nous produisons 4 webinaires par an qui peuvent être retrouvés sur le site internet de Parenthèse. Nous avons aussi des balados que vous pouvez retrouver sur Spotify et sur YouTube et une communauté de pratique sur Facebook. Donc, nous vous invitons à aller regarder tout ça et à vous rejoindre la communauté de pratique sur Facebook. Alors, avant de commencer à aller dans le webinaire, je voudrais que nous reconnaissions que nous opérons sur un territoire qui a été le foyer traditionnel des Anishinaabe, des Wandake, des Haudenosaunee et des Mississauga de Crédit depuis des milliers d'années. Nous sommes fiers de jouer notre rôle dans le pacte de la ceinture Wampun, faisant référence au concept du bol à une seule cuillère, pour partager et prendre soin pacifiquement des terres et des ressources autour des Grands Lacs. Nous sommes reconnaissants de l'opportunité de travailler, d'apprendre et de partager sur ces territoires et de collaborer avec les peuples et les communautés autochtones. Alors même si on se retrouve aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, c'est important de prendre connaissance et de se rappeler sur quel territoire nous nous situons. Alors, quelques petits mots sur nos panélistes d'aujourd'hui. Docteur Marie-Pierre Vendette est psychologue clinicienne pour les enfants, les adolescents et les familles. Elle est membre de l'Ordre des psychologues et des analystes comportementaux de l'Ontario ainsi que de l'Ordre des psychologues du Québec. Docteur Vendette travaille également comme psychologue principal dans le programme interdisciplinaire de santé neurodéveloppementale dans un milieu hospitalier pédiatrique qui offre des services aux jeunes jusqu'à 18 ans qui ont des défis de santé mentale, neurodéveloppementaux et médicaux complexes. Notre prochaine panéliste, Hanan Kabli, est agente de planification et d'engagement communautaire au sein du Centre de planification des services de santé en français, où elle soutient les régions de Waterloo, Wellington, Hamilton, Niagara, Haldimand et Brent. Elle a débuté sa carrière en 2008 en Algérie à titre de psychologue clinicienne et thérapeute familiale d'approche systémique. Depuis son arrivée au Canada en 2019, elle contribue à la mise en œuvre de diverses initiatives visant à mieux répondre aux besoins de la communauté francophone de la région. Et enfin, Noah El-Sheikh, et je suis désolée si je ne prononce pas le nom de famille correctement, est la navigatrice du système de santé mentale et de traitement des dépendances à l'Association canadienne pour la santé mentale, Thames Valley Services, et de traitement des dépendances. Elle a commencé son rôle depuis 10 ans à l'organisme principal, Service de toxicomanie de Thames Valley, avant son amalgamation pour servir la communauté francophone et promouvoir le bien-être mental en français au sud-ouest de l'Ontario. Alors, sur ces excellentes paroles, je vais laisser le soin à Dr Vendette de prendre le relais et de passer à sa présentation. OK, super, merci. Donc, je veux d'abord remercier l'équipe de Health Nexus de pouvoir m'inviter à offrir cette représentation-là qui concerne les nouveaux arrivants en Ontario. On espère justement par l'entremise de cette présentation-ci de pouvoir transmettre des informations afin que vous puissiez mieux comprendre les systèmes de soutien et des services en français pour les parents d'enfants de 0 à 4 ans. Avant de commencer à faire la présentation, je tiens simplement à souligner que les informations qui sont présentées dans le cadre de cette présentation-ci sont offertes simplement à titre d'information. Il n'y a pas de relation professionnelle non plus là, qui est établie. Puis, les informations qui sont présentées vont pouvoir évoluer avec le temps. Donc, il se peut que dans les prochains mois, prochaines années, les informations qui sont dans la présentation ne soient plus nécessairement là, pertinentes. Et il y a plusieurs informations qui sont basées justement sur l'expérience clinique. Donc, ma présentation va contenir trois grands objectifs. Je vais souhaiter d'abord présenter les similarités, les distinctions des différents professionnels en santé mentale que nous pouvons retrouver au Canada et spécifiquement en Ontario. Je vais également vouloir aborder aussi les différents aspects psychologiques qu'on va souvent observer lorsque la navigation des différents services, que ce soit au niveau du public, au niveau du privé également, et aborder aussi les effets de la navigation des services vers un diagnostic. Donc,
Tout d'abord, voici les différents professionnels en santé mentale qui peuvent appuyer les enfants de 0 à 4 ans lorsque les enfants peuvent démontrer là, certains signes, symptômes au niveau de potentiels défis en santé mentale ou même au niveau là, du développement. Donc, on a les psychiatres, les pédiatres, les infirmières, infirmiers, praticiens, praticiennes, les psychologues, les psychothérapeutes, les travailleurs sociaux, travailleurs sociaux, les ergothérapeutes, les orthophonistes. J'ai souhaité ajouter les orthophonistes, même si cette profession n'est pas nécessairement en lien avec la santé mentale, ces personnes ont quand même un rôle important à jouer au niveau du développement des enfants. Il y a également les analystes comportementaux et les travailleurs-travailleuses de répit. Donc, souvent, ce que moi j'entends comme psychologue, c'est qu'il y a plusieurs professionnels qui peuvent soutenir la santé mentale et souvent, c'est difficile de bien comprendre là, quelles sont les similarités parce qu'on veille tous au bien-être des enfants, des adolescents et des familles et en même temps, ben, chacun des professionnels a des distinctions importantes par rapport à son rôle qu'il peut jouer. Donc, comme je mentionnais, au niveau des similarités, c'est important de se rappeler que chacun des professionnels qui sont listés soutiennent le bien-être psychologique, émotionnel, fonctionnel. Chacun de ces professionnels-là respecte la confidentialité. Donc, une fois que les services sont débutés, la confidentialité sert à assurer aux familles que les informations ne seront pas partagées à d'autres personnes qui ne sont pas dans le cercle de soins de santé à moins d'avoir un consentement là, éclairé à ce sujet-là. Chacun des professionnels qui sont présentés sont aussi encadrés par un ordre professionnel, donc que ce soit au Canada, en Ontario, et ces autres professionnels-là ont l'objectif de protéger justement la population qui reçoivent des services. Chacun des professionnels peuvent intervenir auprès des enfants, des adolescents, des adultes aussi, et bon, des familles globalement ils ou elles vont pouvoir offrir des rencontres individuelles en famille. Et l'aspect aussi qui est vraiment important à souligner, c'est qu'ils vont pouvoir aussi collaborer de façon interdisciplinaire dans des équipes qui sont multidisciplinaires. Donc, on peut souvent constater des professionnels qui vont partager de l'information en ayant aussi le consentement des familles ou dans une équipe multidisciplinaire, partager de l'information pour assurer le bon suivi psychologique ou médical des enfants. Donc, on peut souvent constater, par exemple, un psychologue qui va travailler très, très étroitement avec un psychiatre, par exemple, ou un pédiatre, ou même un ergothérapeute, et on va essayer de complémenter le plus possible les différentes approches pour assurer là, de l'effet maximal des services pour le bon fonctionnement des enfants. Au niveau des spécifications, donc en ce moment, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter les rôles spécifiques de chacun des professionnels en santé mentale pour éclaircir davantage ou clarifier qu'est-ce qui appartient à ce professionnel-là de façon très spécifique. Donc, le psychiatre est un médecin spécialisé en santé mentale. Il y a différents rôles principaux comme diagnostiquer des troubles en santé mentale plus complexes, ainsi que prescrire et ajuster la médication. Donc, souvent, on va constater que le psychiatre va être consulté lorsque la médication est nécessaire dans le bon fonctionnement des enfants. Le pédiatre, c'est un médecin qui a complété une spécialisation en pédiatrie après des études en médecine et le pédiatre va généralement évaluer la santé générale de l'enfant, va suivre aussi le développement et la croissance de l'enfant. Le pédiatre peut aussi diagnostiquer des problèmes qui sont médicaux, développementaux. Il va pouvoir aussi prescrire des examens médicaux, puis référer vers d'autres spécialistes. Donc, dans ces fonctions dans lesquelles le pédiatre va pas nécessairement pouvoir répondre à certains besoins spécifiques, à ces moments-là, il va y avoir des références qui vont être faites aux autres professionnels en santé mentale pour appuyer l'enfant et la famille. Et le pédiatre, mais parce que c'est un médecin, donc il peut prescrire la médication.
On a maintenant l'infirmier, l'infirmière praticien, praticienne, qui est un infirmier, infirmière autorisé, qui a complété une maîtrise. Donc, l'infirmier, l'infirmière praticienne, praticien va pouvoir évaluer l'état de santé des personnes, va aussi poser des diagnostics médicaux, va prescrire la médication ou des examens médicaux, que ce soit des analyses sanguines, par exemple, des radiographies. Et l'infirmier, l'infirmière, praticien, praticienne va pouvoir assurer aussi le suivi plus à long terme de différents problèmes de santé. Là, maintenant, on a les professionnels plus au niveau de la santé mentale. Donc, le psychologue a un doctorat en psychologie clinique. Les rôles principaux, ça va être d'effectuer des évaluations psychologiques. Les évaluations psychologiques, généralement, vont utiliser des tests qui sont diagnostiques et ces tests diagnostiques-là vont permettre de... Oups là, attendez une petite minute. Les tests diagnostiques vont permettre de mieux comprendre le fonctionnement émotionnel et cognitif. Et ensuite de ça, ces tests diagnostiques-là vont permettre d'apporter une conclusion à l'état psychologique de l'enfant. Et ces conclusions-là vont permettre aussi d'établir des recommandations. Et ces recommandations-là vont pouvoir aussi permettre d'apporter certaines accommodations, par exemple, que ce soit dans le milieu scolaire, à la maison, dans la communauté. Et généralement, ben, une des grandes interventions ou recommandations, je devrais plutôt dire, une fois l'évaluation complétée, ça va être la psychothérapie. Et la psychothérapie, c'est plus d'offrir, par exemple, des interventions particulières basées sur des approches aussi particulières qui vont bien répondre là, aux besoins des enfants. Bien que le psychologue peut diagnostiquer des troubles en santé mentale comme le psychiatre peut le faire, le psychologue ne peut pas prescrire la médication toutefois. Je voulais simplement aussi peut-être là, illustrer quel genre de conclusions peuvent offrir là, le psychologue. Ça peut être des diagnostics pour certaines conclusions comme un trouble du spectre de l'autisme, un trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Ça peut être aussi les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, des difficultés d'apprentissage. C'est certain qu'entre 0 et 4 ans, les diagnostics principaux vont davantage être au niveau du trouble du spectre de l'autisme, des troubles anxieux, les défis plus au niveau des apprentissages vont être diagnostiqués généralement plus tard, une fois là, l'enfant dans les âges scolaires. Et même chose pour un trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Généralement, on va attendre là, aussi une fois que l'enfant ait débuté l'école pour commencer à poser ces types de diagnostics-là. Toutefois, ça reste qu'un psychologue peut clairement identifier et soulever certains symptômes, des signes, et il peut avoir aussi là, certaines recommandations qui peuvent être faites pour soutenir la famille dans la gestion de ces comportements-là. Le psychothérapeute est un professionnel qui a une maîtrise en relation d'aide ou en counseling. Son rôle principal, c'est plus d'offrir de la psychothérapie, donc des interventions basées sur des approches spécifiques afin de soutenir le stress, l'anxiété, ça peut être les difficultés relationnelles des enfants, le deuil, l'adaptation à des nouvelles réalités aussi. Pour vous donner une petite idée d'approche, on peut parler par exemple de thérapie cognitivo-comportementale, on peut parler aussi d'approches plus centrées sur les émotions, on peut parler d'approches aussi plus systémiques qui va toucher là, l'aspect familial, ou peut-être aussi là, des approches plus de résolution de problèmes par exemple, ou qui vont toucher plus la gestion là, de certains comportements. Le psychothérapeute ne peut pas non plus là, prescrire de la médication. Là où la travailleuse sociale a un baccalauréat ou une maîtrise en travail social et le rôle spécifique, c'est plus d'offrir du soutien psychosocial, des interventions en situation de crise. Ce professionnel-là va pouvoir aussi offrir du soutien à naviguer les différents services parce que, comme vous pouvez vous imaginer en ce moment, plusieurs professionnels, il y a plusieurs systèmes qui offrent des services, donc ça peut devenir complexe là, à naviguer tout ça et trouver justement aussi les bons professionnels qui vont pouvoir nous aider avec la gestion là, de symptômes ou d'accompagnement pour nos enfants. Donc, ces professionnels-là peuvent aider les familles dans la gestion de euh, trouver ces différents services qui sont appropriés.
Ces professionnels peuvent aussi aider avec les questions de logement, l'immigration, l'aide financière, les services scolaires, et il y en a plusieurs. Donc, la liste n'est pas nécessairement là, exhaustive ici. Et le travailleur social ne peut pas non plus prescrire de la médication. L'ergothérapeute a une maîtrise en ergothérapie. Son rôle principal, c'est d'offrir du soutien afin d'aider les enfants à fonctionner dans leur quotidien, considérant les défis potentiels de motricité fine, des sensibilités sensorielles, l'organisation, l'autonomie, et aussi l'ergothérapeute ne peut pas prescrire de médication. L'orthophoniste a une maîtrise en orthophonie et son rôle principal, c'est beaucoup plus de soutenir les enfants avec leur développement de langage, la prononciation des mots, la compréhension aussi du langage et la communication sociale. Donc, souvent, les orthophonistes vont être beaucoup pertinentes et utiles lorsqu'on s'aperçoit que les enfants vont présenter des retards de langage, aussi lorsque les enfants ont un diagnostic ou un soupçon de diagnostic de troubles du spectre de l'autisme et éventuellement là, des difficultés scolaires, et l'orthophoniste ne peut pas non plus là, prescrire de médication. L'analyse comportementale a une spécialisation en analyse du comportement. Donc, généralement, son rôle, c'est de soutenir les équipes afin de mieux analyser les différents comportements, d'offrir aussi des interventions qui sont plus structurées et de permettre aussi aux enfants de développer des habiletés adaptatives afin de mieux aussi là, s'adapter aux différents environnements dans lesquels ils sont, particulièrement là, dans des contextes scolaires, et les analystes comportementaux, autant qu'ils peuvent être impliqués avec différents enfants qui peuvent présenter là, différents comportements, généralement, ils vont être beaucoup impliqués là, lorsque les enfants là, ont des signes, des symptômes ou même un diagnostic là, d'autisme, et l'analyse comportementale ne peut pas non plus prescrire de médication. Là où la travailleuse de répit a une formation variée, généralement, son rôle, c'est plus du soutien aux familles afin de permettre aux parents parfois de se reposer, donc en surveillant, en accompagnant l'enfant. Donc, on sait que certains enfants peuvent démontrer des symptômes, des comportements plus importants, et que cela ça peut être aussi là, demandant au niveau là, des parents, des familles. Donc, les travailleuses de répit peuvent justement là, apporter cette aide-là supplémentaire là, aux familles, et le travailleuse de répit ne peut pas non plus prescrire de la médication. Et je pense que je tiens à souligner aussi que le travailleuse de répit ne va pas nécessairement faire de la thérapie comme les autres professionnels en santé mentale que j'ai nommés. Toutefois, ce professionnel-là peut apporter plus un équilibre au niveau là, de la famille. Donc, j'espère que cette première section-là vous permet d'avoir une meilleure idée de quels sont les rôles distinctifs là, de chacun des professionnels. Donc, maintenant, je vais parler un petit peu plus des effets psychologiques de naviguer les services, parce que comme psychologue, j'entends aussi euh, plusieurs rétroactions des familles lorsqu'il y a cette navigation-là au niveau des services, parce que quand on débute des services, bien, ça demande aussi un certain engagement, ça demande aussi une implication importante, parce qu'il y a quand même plusieurs tâches que les familles doivent compléter, comme par exemple remplir plusieurs formulaires. Ça peut être des formulaires de consentement, ça peut être des formulaires de divulgation d'informations, ça peut être des questionnaires à remplir aussi par rapport à leurs observations des symptômes, des comportements de leur enfant. Il y a aussi toute la gestion là, des rendez-vous qui doivent être prises. Et on peut s'imaginer qu'un parent pour lequel un enfant démontre des signes, des symptômes au niveau de défis en santé mentale, ben, il peut avoir différents rendez-vous à se faire coordonner là, tous ensemble. Et ça amène justement des fois des consultations avec différents professionnels. Et donc, ça peut devenir aussi submergent là, pour certaines familles d'avoir différentes rencontres, d'avoir plusieurs rendez-vous avec différents professionnels. Et il y a tout l'aspect aussi que ces familles-là doivent être confrontées à comprendre des nouveaux mots, peut-être des nouveaux diagnostics. Et donc, pour les familles aussi qui sont nouvelles arrivantes,
de comprendre aussi tous ces nouveaux mots-là, ces nouveaux diagnostics-là, peut apporter aussi un défi supplémentaire, surtout que peut-être que la langue n'est pas nécessairement là, celle qui est primaire. Donc, à ces moments-là, par exemple, il peut avoir là, bien évidemment des interprètes qui vont assister aux rencontres afin de faciliter un petit peu plus le processus de compréhension de chacune de ces étapes-là. Donc, ce que j'entends aussi beaucoup au niveau des effets psychologiques chez les parents, c'est que les parents peuvent ressentir des inquiétudes pour leur enfant par rapport aux observations qu'ils constatent. Les parents peuvent aussi avoir beaucoup de confusion par rapport au système dans la navigation, que je vais vous donner un petit peu plus d'informations aussi dans les prochaines diapositives. Beaucoup de frustration aussi que j'entends parce qu'il y a des délais. Il y a des délais d'attente. Les listes d'attente sont longues, que ce soit autant au privé, que ce soit autant au public. Parfois, il y a des manques de ressources aussi importants qui fait en sorte que les services ne peuvent pas nécessairement débuter au moment où l'enfant présente les défis importants et aussi ben, en raison aussi des différents systèmes et la façon dont ils sont structurés, mais ça peut aussi parfois amener que les services vont se terminer aussi de façon prématurée aussi par des manques de ressources importantes au niveau des différents systèmes. Donc, les parents ben, vont vivre de façon très normative cette frustration-là. Il peut y avoir aussi de la culpabilité que les parents vont ressentir, beaucoup de questionnements aussi afin de mieux comprendre mais quelles sont les raisons pour lesquelles l'enfant peut avoir là, différents défis. La fatigue, c'est aussi un sentiment que j'entends beaucoup des différentes familles, donc un sentiment d'être dépassé par rapport là, à tout ce qu'il peut avoir à faire comme étape, puis aussi à être confronté là, aux différents défis à la maison qui demandent aussi des attentions là, très importantes là, vis-à-vis leurs enfants. Et c'est important de se souvenir que les différents systèmes, en fait, autant au public, autant au privé, qui tentent d'offrir des services, essayent justement là, de répondre le mieux possible aux différentes demandes des parents. Et je rappelle souvent aux familles qu'en attendant les services, souvent les enfants entre 0 et 4 ans ont surtout besoin de sécurité, de réconfort, d'un adulte qui est calme, un adulte qui est présent aussi à la maison pour répondre à leurs besoins. Donc, généralement, je rappelle aux parents aussi que quand les parents sont stressés ou quand le parent peut démontrer, là, autant qu'ils sont très normales, ces réactions émotionnelles-là, ça peut aussi avoir un effet sur la proximité et aussi là, la façon dont les comportements vont être gérés parce que ça va être plus difficile pour le parent d'être émotionnellement présent et disponible pour son enfant. Donc, j'invite souvent les parents à prendre soin d'eux avant de prendre soin de leur enfant. Donc, de cette façon-là, les effets justement sur la relation des enfants vont être moindres et ça peut justement faire une différence là, dans le fonctionnement familial. Pour terminer, dans la navigation des services vers un diagnostic, euh, c'est certain que c'est important de se rappeler d'y aller une étape à la fois parce qu'il va en avoir plusieurs étapes. C'est important de parler comme parents de nos inquiétudes à un médecin, à un pédiatre, à un infirmier, infirmière, praticien, praticienne ou même un professionnel en petite enfance. Donc, souvent, ces professionnels-là en petite enfance sont aussi des premières personnes qui vont être en lien avec vous et avec vos enfants. Donc, ces professionnels en petite enfance peuvent aussi avoir des informations qui vont pouvoir vous transmettre ou peut-être même remarquer des signes, des symptômes qui vont pouvoir aussi là, doucement vous apporter comme parents pour essayer là, de débuter là, les différents processus vers un diagnostic s'il y a lieu. C'est important aussi que comme parents, vous puissiez poser des questions s'il y a des aspects qui ne sont pas compris et de demander des informations là, lorsque les informations partagées sont un petit peu plus complexes à comprendre. Et c'est important aussi de mentionner que le diagnostic, en fait, c'est une démarche qui est rigoureuse. C'est une démarche aussi qui va prendre du temps et le diagnostic, généralement, va aider à mieux comprendre l'enfant. Le diagnostic va aussi permettre à donner accès à des services, à offrir des stratégies qui sont adaptées et réduire beaucoup l'incertitude des parents là, lorsqu'ils vont remarquer
des signes, des symptômes là, par rapport à leurs enfants. Avant de terminer, je veux aussi simplement le mentionner quelques petites différences au niveau des services publics et privés parce que ces deux systèmes-là fonctionnent différemment. Donc, les services publics, généralement, c'est plus les milieux hospitaliers, c'est des programmes qui sont financés par le gouvernement ou ça peut être des programmes communautaires. Donc, généralement, les avantages de ces systèmes-là ou de ces services-là au niveau public, c'est qu'ils sont généralement couverts par l'assurance publique, sont généralement aussi gratuits. Il y a déjà en place des équipes multidisciplinaires qui peuvent là s'appuyer pour mieux soutenir l'enfant. Et ces programmes-là, généralement, dans le milieu public, ont aussi accès à certains programmes spécialisés. Certains défis, ben, les attentes peuvent être des fois plus longues. Il y a moins la possibilité de choisir le professionnel avec qui on va travailler. Et des fois, le processus peut être un peu plus complexe parce qu'il y a un petit peu plus d'étapes euh, à, à effectuer. Généralement, au privé, euh, les services ne sont pas nécessairement couverts par l'assurance publique. Les services peuvent être couverts, par exemple, par l'assurance là, que les familles ont, que les parents ont. Généralement, par exemple, les services sont payants. Donc, l'accès peut être un petit peu plus rapide, malgré qu'il y a des listes d'attente aussi. Il y a un petit peu plus de flexibilité au niveau de l'horaire. Donc, il y a certains professionnels au privé qui vont travailler les soirs, qui vont travailler les fins de semaine, alors que dans les services publics, c'est plutôt rare, là, les professionnels qui vont travailler les soirs ou les fins de semaine. Et au privé, il y a beaucoup plus de choix aussi pour les familles de choisir les professionnels là, qui vont vouloir là, tenter de travailler ou qui vont pouvoir les soutenir dans leur parcours. Et comme j'ai mentionné, le processus d'évaluation est rigoureux, il comprend différentes étapes. Ça inclut des questionnaires, beaucoup d'observations de l'enfant, beaucoup d'entrevues avec les parents, des mesures aussi pour évaluer là, le développement de l'enfant. Donc, c'est important pour le parent d'avoir du soutien de sa famille, de ses amis là, dans le processus là, d'obtenir un diagnostic pour son enfant. Et pour terminer, j'ai ajouté quelques ressources additionnelles. Donc, pour une famille qui est nouvellement arrivante, ce sont des sites Internet, des organismes, des agences qui peuvent être contactés pour les soutenir aussi là, dans le processus, plus au niveau médical, au niveau psychologique également. Puis, j'ai trouvé aussi des articles ou des genres de guides en anglais qui étaient disponibles. J'ai pas nécessairement pu trouver ces guides-là en français. Donc, si jamais la langue anglaise est une langue là, qui est comprise, ces guides-là peuvent également là, aider au niveau là, de la navigation des ressources là, pour les personnes qui sont nouvellement arrivantes. Et ça conclut cette première partie-là pour moi. Donc, j'espère que ces informations-là, malgré que c'était beaucoup d'informations en très peu de temps, aura pu être utile et vous aider là, dans votre parcours, là, plus au niveau de la santé mentale de votre enfant. Merci beaucoup Marie-Pierre pour cette très intéressante présentation. J'ai quelques petites questions, mais qu'on va garder pour la fin parce que on sait qu'on a le temps file rapidement. Donc avec un petit peu de chance, on aura le temps d'y répondre en fin de présentation. Et puis je vais laisser la parole à Anan pour sa partie. Merci beaucoup à Marine, merci à Nexus Santé pour la confiance et pour le temps. Et je voudrais aussi remercier Dr Marie-Pierre pour les informations très utiles. Et puis, je commencerai ma présentation en vous disant aussi, comme elle a fait Dr Marie-Pierre, que les informations qui sont contenues dans la présentation seraient susceptibles d'être mises à jour et puis évoluer dans le temps, au fil de temps. Donc, c'est juste pour contextualiser un peu la présentation d'aujourd'hui. Puis, donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais, avant tout ça, vous présenter, si vous le permettez, brièvement le Centre de planification des services de santé en français, qui est un organisme créé par le gouvernement de l'Ontario pour soutenir l'amélioration des services de santé en français. On a une équipe de 30 personnes avec des expertises différentes qui travaillent en étroite collaboration avec différents organismes du système de santé pour s'assurer que les besoins des francophones soient mieux pris en compte lorsqu'il s'agit de planifier ou d'organiser des services de santé euh, dans la province.
Donc là, vous voyez une petite carte qui nous donne un peu plus d'informations sur le profil démographique des francophones ici en Ontario. On parle souvent d'une présence francophone dans la province qui est importante, mais en réalité, il s'agit surtout d'une véritable vie en français. Donc on étudie en français, on travaille en français, on se divertit en français, on vit carrément sa culture et on participe à une société qui nous permet aussi de vivre en français. Aujourd'hui, l'Ontario compte plus de 650 000 francophones, une communauté en croissance grâce justement à l'immigration francophone. D'ailleurs, si vous voyez bien, entre 2016 et 2021, nous avons plus de 56 000 immigrants francophones qui se sont établis dans la province. Et surtout, je voudrais aussi souligner que 80% de ces francophones-là qui sont dans la province vivent dans des régions désignées. On abordera plus tard la notion de désignation pour mieux comprendre cet aspect. Donc, excusez-moi, là, je me retrouve dans mes visuels. Donc, il faudrait d'abord souligner que l'état actuel des services de santé en français en Ontario est surtout le résultat d'un long cheminement. Au fil des années, il y a eu plusieurs initiatives, des décisions politiques, surtout de la mobilisation communautaire qui ont contribué à faire avancer la reconnaissance des services et de la population francophone. On peut penser par exemple à la création du Consortium national de formation en santé qui existe encore aujourd'hui, qui nous permet de former des professionnels bilingues dans ce que Dr Marie-Pierre a mentionné tout à l'heure, et puis les réseaux locaux, les entités de planification qui se sont par la suite fusionnés pour créer le centre de planification qui permet aujourd'hui de avoir une coordination provinciale pour pouvoir avoir en fait des initiatives qui peuvent profiter toute la population de notre province. Donc, le chemin parcouru au fil des années, comme vous avez vu dans la slide précédente, a permis de mettre en place plusieurs éléments essentiels qu'il faudrait reconnaître en tant que francophone pour pouvoir avancer et puis faire évoluer ce système. Nous avons une instance provinciale qui est dédiée à la planification des services de santé en français. On a une collaboration qui est encore plus structurée que les années passées entre différents acteurs du système, les fournisseurs de santé, le système et puis les instances de planification. Et puis, on a des besoins des populations francophones qui sont de plus en plus intégrées dans les réflexions et les décisions en matière de santé. Et puis, surtout, ce qui nous intéresserait aussi, c'est un cadre législatif qui évolue et qui reconnaît et protège nos droits en tant que francophones à recevoir des services de santé en français. Donc, à ce stade-là de la présentation, on se pose probablement une question. Pourquoi ou comment expliquer que l'accès réel aux services en français puisse parfois varier d'un endroit à un autre, ou d'un fournisseur à un autre, ou d'un professionnel à un autre, si on parle de législation. Et donc, pour mieux comprendre ça, il faudrait peut-être clarifier quelques notions importantes pour nous en tant que membres de la communauté francophone qui sont reliés à la notion de désignation des régions en Ontario. Je ne sais pas si certains des participants ont déjà entendu parler de régions désignées, mais il s'agit, juste pour revenir à la slide précédente où il y avait une carte, un graphe sur le profil démographique, on avait mentionné que 80% des francophones vivaient dans les régions désignées. C'est quoi les régions désignées? Ce sont en fait les régions où la présence des francophones est jugée suffisamment importante selon les critères issus de la loi sur les services en français pour que les services en français soient obligatoirement offerts aux francophones. Et donc, juste pour vous donner un peu plus euh, de contexte sur ce qui existe ici en Ontario aujourd'hui, donc on compte 27 régions désignées, si vous voyez les points
Les points en vert, là, ils désignent justement les régions. Donc, quand on dit région, ça pourrait être une ville, une région, une zone géographique. Et puis, euh, dans certains cas, c'est toute une région qui est désignée francophone, alors que dans d'autres, la désignation concerne surtout des localités spécifiques. Et on prend comme exemple la région de Niagara, où on retrouve uniquement la ville de Port Colborne et de Welland qui sont concernés par cette désignation. OK, donc une région, on a parlé des régions désignées, mais au final, ce sont surtout les organismes et les institutions qui donnent concrètement vie à nos services en français et à notre droit linguistique. Donc, pour ça aussi, la loi a prévu différents statuts selon les organismes qui vont nous expliquer plus en détail pourquoi cet accès diffère. Donc, on a les organismes non identifiés qui n'ont pas d'obligation légale formelle de vous offrir des services de santé en français. Et ça dépend encore une fois de leur capacité en interne. Et puis, ensuite, on a les organismes identifiés qui sont reconnus comme devant par le gouvernement, devant avancer progressivement pour développer leur capacité, que ce soit la capacité en ressources humaines ou la capacité en ressources pour offrir ces services-là. Et enfin, on retrouve les organismes désignés pour lesquels l'obligation est complète et les services en français doivent être offerts de manière structurée et soutenue. Dans les cas de deux premiers statuts, le statut n'est pas volontaire, donc il a été attribué par le gouvernement. Et puis, par contre, pour le troisième statut, c'est un processus en fait qui est une démarche qui est mise en place par le fournisseur lui-même pour pouvoir faire reconnaître sa capacité à offrir des services en français. Et là encore, c'est une reconnaissance par le gouvernement que ce fournisseur a mis en place un certain nombre de critères qui disent que voilà, il peut en effet soutenir une offre de services de santé en français dans le temps. On passe maintenant à quelque chose qui est très importante pour nous aujourd'hui, qui est plus relié à l'expérience des patients. Donc, au-delà des structures, des lois, des organismes, ce qui compte au final, c'est ce que vivent concrètement, ce qu'on vit nous en tant que francophones lorsqu'on accède aux soins ou lorsqu'on essaye de naviguer dans le système. Et puis, excusez-moi, là, il y a un petit bug. Oui, c'est bon, c'est réglé. Euh, et donc, si vous voyez sur l'écran partagé, les données montrent que malgré la présence importante des francophones, plusieurs hésitent encore à demander des services de santé en français. Par exemple, en 2024, nous avons mené une consultation dans la région du sud-ouest de l'Ontario et on a pu rejoindre 360 répondants, plus de 360 répondants francophones. Et les résultats de cette enquête ont démontré que plus de 65% des répondants demandent rarement ou jamais des services de santé en français. Les raisons évoquées varient d'une personne à une autre, puis on a comme une liste de barrières mentionnées dans la peur des délais d'attente. Je vois que Dr Marie-Pierre a parlé de ça tout à l'heure, la peur de déranger ou d'alourdir le fardeau des travailleurs et des soignants, la peur d'une qualité inférieure et l'impression que parler anglais suffirait pour une relation d'aide sécuritaire, relation de soins sécuritaire. La raison qui revient le plus dans ce travail-là, c'est que les répondants ne savaient pas qu'ils avaient le droit de demander des services en français et c'est la raison pour laquelle nous, en tant que instance de planification, on fait quand même un travail de sensibilisation des communautés pour leur rappeler leur droit à pratiquer leur droit linguistique. Donc, l'importance de la langue dans la relation de soins est parfois sous-estimée, autant dans la communauté, mais aussi dans les milieux de soins. Donc, souvent, ce n'est pas par mauvaise intention forcément, mais simplement parce que l'impact réel de la langue sur la compréhension n'est pas encore connu dans notre contexte là. Pourtant, quand je demande des services de santé dans ma langue, en français, ici en Ontario,
il y a plusieurs effets puis impacts positifs, que ce soit sur la personne ou sur la communauté ou sur le système en soi. Donc, je suis en train d'exercer mon droit linguistique. Je favorise une meilleure compréhension et des soins plus sécuritaires. Je contribue à rendre les besoins des francophones et les francophones plus visibles. Et aussi, sur le court terme, j'incite surtout le fournisseur auprès duquel j'ai demandé du soin à questionner, à évaluer sa capacité à offrir des services de santé en français. Donc, juste pour conclure, euh, nous avons tous un rôle à jouer, que ce soit pour notre bien-être et pour le bien du système de santé de notre province. En tant que francophones, nous avons un rôle important pour soutenir la planification et surtout, et ça passe par certaines actions du quotidien en s'identifiant comme étant francophone et en exprimant notre préférence linguistique en utilisant les services en français qui existent déjà dans votre région et en partageant l'expérience vécue par les familles francophones et en participant à des consultations ou à des groupes de patients partenaires. Autrement dit, tout le monde joue un rôle et puis toute voix compte pour renforcer et faire évoluer les services de santé en français. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Hanan. Je vais laisser la parole à Noah maintenant. Oui. Moi, je veux dire que je suis très contente que je suis avec vous parce que tout ce que vous dites, c'est vraiment super intéressant. Et moi, comme personne dans ce système-là, je vous dis que c'est la vérité. Et ce que vous avez dit, c'est vraiment ce que les francophones qui vivent ici en Ontario ont besoin de savoir. Et je suis très contente que nous sommes là. Merci Marine d'avoir offert ça, d'avoir préparé tout ça. Merci docteur Marie-Pierre. Merci Hanan. Vraiment, c'est une information très importante. Alors, moi, je vais commencer par vous donner un exemple de nous, de notre organisme, l'Association canadienne pour la santé mentale. Avant de dire que je vais parler de l'Association canadienne pour la santé mentale, je veux dire que, comme Anan a dit, nous sommes, moi, London est une ville désignée. Comme Hanan a mentionné les villes désignées. London est une ville désignée. Désignée, ça veut dire que nous sommes, la ville doit offrir des services en français parce qu'il y a, comme les services en anglais, équivalent aux services en anglais, parce qu'il y a un certain nombre de francophones dans la ville. Et puis aussi, London est devenue une des communautés francophones accueillantes. C'est autre que la ville désignée aussi, c'est quelque chose de plus. Nous sommes une communauté francophone accueillante. Alors, il faut offrir des services en français pour accueillir les nouveaux arrivants qui parlent en français. Alors, en connaissant cela, je veux dire que l'Association canadienne pour la santé mentale à London est là. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a des associations, il y a l'organisme Association canadienne pour la santé mentale qui est national partout au Canada, dans toutes les provinces. Et il y a celui de l'Ontario. À l'Ontario, il y a, alors, à chaque ville, chaque ville a sa filiale. Alors, nous sommes la filiale de Thames Valley. De Thames Valley, c'est London, Ontario, et les environnants. En sachant qu'on est une ville désignée, qu'est-ce qu'on fait alors? Il y a le programme de navigation du système de santé mentale et de traitement de dépendance. C'est un programme pour les francophones et il faut dire que c'est un programme pour tout âge. Comme j'ai dit, je vais parler de tout ce qui est offert à London en général. OK. Le programme de navigation est un programme pour tout âge. Ça couvre plusieurs régions, ça couvre London et pas seulement, ça couvre aussi le réseau, comment dire, le Southwest Lane, le réseau du Sud-Ouest. Alors, ça couvre London, Oxford, Elgin, Middlesex, Huron, Perth, Norfolk. Ça couvre plusieurs régions. Qu'est-ce qu'on fait? On offre, comme Dr Marie-Pierre a dit, les différents professionnels en santé mentale. On a une psychiatre qui travaille avec nous, qui est un médecin spécialisé en santé mentale. Alors, on offre des diagnostics, on offre des consultations
psychiatrique et la psychiatre offre le diagnostic et elle offre des médicaments si nos clients en ont besoin. On offre aussi la psychothérapie, comme docteur Marie-Pierre a dit. C'est une autre profession. Moi je suis la navigatrice, mais nous avons une psychothérapeute bilingue qui travaille avec nous. On offre jusqu'à 10 heures de psychothérapie gratuite. Euh, c'est pour les francophones de notre région géographique. Puis on offre des séances éducatives, des ateliers, on fait la gestion de cas, c'est ça. Et pour nous rejoindre, vous allez avoir sur le site web de Health Nexus ou bien de Santé Nexus Santé, toute cette présentation pour les adresses courriel, pour les numéros de téléphone, parce que je ne vais pas les mentionner, mais vous allez trouver ça en ligne. Alors, pour comment recevoir ces services-là? Aussi, nous avons alors, le service de navigation, il y a maintenant 10 ans que cela existe, le programme de navigation. Mais récemment, on a eu d'autres programmes. On a eu un programme de l'abri du soutien et on a eu un programme aussi qui s'appelle le soutien par les pairs. Alors, ce sont des programmes pour soutenir les communautés ethnoculturelles francophones de London et des environnants de London, en accompagnant les personnes, les nouveaux arrivants, les personnes noires, la communauté noire, en les accompagnant. Et on a créé le programme Abri du soutien parce qu'on a découvert que, surtout les nouveaux arrivants, ils ont un peu le côté de stigmatisation. Ils ne veulent pas chercher, ils ne veulent pas dire, ils ne veulent pas aller et dire on cherche le soutien en santé mentale. Alors, on a créé ce programme ethnoculturel pour que c'est pas la psychiatre qui va au client, c'est pas la psychothérapeute qui va au client, mais c'est une personne bien formée dans ce domaine qui est présente autour des communautés ethnoculturelles francophones dans tous les événements, toutes les activités. Et puis, elle est là, elle parle comme amie avec la communauté francophone et lorsqu'elle voit qu'il y a un besoin vraiment de soutien par des professionnels, elle les dirige aux professionnels. Ça, c'est vraiment... Et puis aussi, en parlant de l'Association canadienne pour la santé mentale Thames Valley, la filiale de Thames Valley, notre association, on a créé ce guide des services en santé mentale et en traitement de dépendance. Si vous allez en ligne sur Santé mentale London, écrivez Santé mentale London, vous allez trouver quels sont les services en français qui sont offerts à London. Il y a les services pour les enfants et il y a les services pour les adultes. Et vous allez voir qu'est-ce qui existe exactement. Et puis à London aussi, moi je porte deux chapeaux parce que je travaille pour l'Association canadienne pour la santé mentale, mais en même temps, il y a un partenariat entre nous et le Carrefour communautaire francophone de London, c'est comme un centre culturel francophone, pour offrir ce programme-là, Accès Franco Santé London. Alors, je suis aussi disponible à l'Accès Franco Santé London. C'est un point d'accès central pour l'information, la navigation et l'aiguillage vers les systèmes de santé et de services sociaux. Et ce programme, Accès Franco Santé London, a récemment aussi, on a eu un navigateur francophone dans le système de santé des Noirs. Il est là pour accompagner les personnes. Il est là pour soutenir, nous sommes là pour soutenir tout le monde, mais surtout, il est venu là pour les personnes. La communauté noire, il va les accompagner à tout moment, les aider à faire compléter les papiers, visiter les médecins et tout ça. Mais il est là pour soutenir tout le monde. Mais l'accompagnement sera pour la communauté francophone. Et puis aussi, au Carrefour communautaire francophone de London, alors je vous laisse ça, il y a aussi les services d'établissement pour les nouveaux arrivants. Et ça, c'est très important. Lorsqu'on parle de la santé mentale et on parle des nouveaux arrivants, on parle aussi que les nouveaux arrivants ne savent pas où aller, ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Alors, lorsqu'il y a des services d'établissement, ça c'est très important pour les francophones dans leur langue qui les dirigent vers le soutien dont ils ont besoin. Au Carrefour communautaire francophone de London, il y a aussi un programme qui s'appelle le programme
l'ESCAL. C'est un programme de garde des enfants, surtout avant et après l'école. Il y a un camp d'été et il y a aussi un camp pour la semaine de relâche pour les enfants. Ça, c'est en parlant du carrefour communautaire. Là, on vient pour les services à TVCC. TVCC, c'est Thames Valley Children Center. Mais récemment, ils ne disent plus Thames Valley Children Center, ils disent seulement TVCC. Les services à TVCC, là, ce sont ces services à London. Il y a une collaboration entre le CCFL, le Carrefour communautaire francophone de London, Accès Franco-Santé London, dont j'ai parlé, et la TVCC. Il y a une collaboration. Alors, cette TVCC, qu'est-ce qu'ils font? Il y a les services de soutien pour les enfants qui ont des problèmes, les services préscolaires. Et comme docteur Marie-Pierre a dit, les services d'orthophonie, les services d'ergothérapie, physiothérapie, programmes d'information pour les personnes, tous les enfants qui ont des défis de santé, il y a des services à TVCC. Il y a aussi services de thérapie scolaire. Mais puisque cette présentation est pour 0 à 4, c'est préscolaire, c'est surtout préscolaire. Mais il y a aussi les services de thérapie scolaire. Il y a le programme pour les autismes et services comportement à TVCC. Alors ça, c'est un programme très important. Et lorsque je parle de cela, c'est pas seulement de TVCC à London, mais il y a plusieurs programmes, comme docteur Marie-Pierre a mentionné en Ontario et partout au Canada aussi. Il y a plusieurs programmes. Il y a des centres de traitement et de réadaptation pour enfants en Ontario. Et vous pouvez aller sur ontario.ca et chercher les centres de traitement et de réadaptation pour enfants, les services en français, cherchez en français et vous allez trouver toutes les places qui se trouvent en Ontario. C'est pas seulement TVCC. Mais en parlant de TVCC, je dois dire que TVCC seulement aussi, ça aide toute personne en Ontario qui a besoin d'une rencontre en français. Il y aura une rencontre virtuelle avec Lucie, la travailleuse de London, une réunion virtuelle avec Lucie pour leur parler et leur expliquer qu'est-ce qu'ils doivent faire et tout ça. Il faut dire aussi que les services en autisme sont disponibles au niveau provincial et que à London, notre TVCC sert d'autres régions, pas seulement London, il sert 10 régions qui sont desservies par notre TVCC. Il y a Lambton, Essex, Kent, Elgin, Middlesex, London, Oxford, Grey, Bruce et Huron-Perth. Mais comme j'ai dit, pas ça seulement, si vous allez à ontario.ca, vous allez trouver tous les services qui existent en Ontario. Et il y a le programme Parle-moi, qui est Talk with Me, là, une réunion virtuelle avec la personne qui est chez nous, avec Lucie, dans les autres programmes avec une autre personne. C'est pour leur expliquer qu'est-ce qu'ils peuvent recevoir, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour les parents des enfants qui ont des problèmes avec d'autisme ou bien comme problème de comportement ou bien n'importe quel défi de santé. Puis, à London aussi, il y a Vanier. C'est un soutien en santé mentale. Et Vanier, lorsqu'on parle de Vanier, on parle du bien-être mental des enfants. Il y a aussi du counseling, il y a des évaluations, bien sûr. Il y a de la thérapie familiale, soutien parental. Bien sûr, il y a des psychiatres aussi, groupes pour parents, familles, enfants et jeunes. Mais comme j'ai dit, cela, c'est pas seulement. Moi, je parle de London comme exemple d'une ville désignée, mais il y a dans toutes les autres villes désignées, il y a des services pareils, mais seulement vous devez chercher sur ontario.ca ou même les villes qui ne sont pas désignées, vous allez trouver aussi des services pareils, mais il se peut que ça sera offert par l'intermédiaire des interprètes. Et puis, lorsqu'on parle de London pour les services aussi pour les enfants, il y a la Ribambelle. La Ribambelle, c'est un service de garde et programme communautaire. Il y a 9 garderies à London et Sarnia et il y a 2 centres en IVA.
Les centres On y va, ce sont des programmes gratuits destinés aux enfants de 0 à 6. C'est comme ça, j'ai mentionné, je pense, j'ai mentionné les services qui soutiennent les enfants, mais aussi, et pas seulement les enfants, comme je dis, aussi les parents des enfants, comme j'ai dit, l'abri du soutien pour les parents des enfants, le soutien par les pères pour les parents des enfants, le programme d'établissement pour les parents des enfants. Mais il y a des numéros, lorsqu'on parle aux parents des enfants qui ont des problèmes, euh, de 0 à 4, les enfants, les parents de 0 à 4, alors on parle, c'est très important de savoir quelques numéros de téléphone. Moi, je pense que tout le monde doit savoir ces numéros de téléphone. Il y a le 911, bien sûr, ça c'est pour les urgences. Ce sont des numéros de téléphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a le 211 pour les services sociaux. Et Madame Docteur Marie-Pierre a mentionné aussi cela. Il y a le 811 pour des renseignements sur la santé. Il y a Jeunesse J'écoute, c'est un soutien pour les jeunes qui ont des problèmes de santé mentale. Il y a Parlons maintenant offre du counseling urgent. Lorsqu'il y a des cas qui ont besoin du counseling ou bien de la thérapie urgente. C'est pas une thérapie à long terme, mais c'est quelque chose d'urgent, un rendez-vous urgent, virtuel. C'est Parlons maintenant. Il y a Connex Ontario qui dirige les gens vers les services de soutien en santé mentale et en traitement des dépendances. Alors, partout en Ontario, appelez Connex Ontario si vous ne savez pas où aller et quoi faire. On va vous dire où aller et quoi faire. Il y a le numéro de téléphone Femme Aide. Femme Aide, c'est pour les femmes qui ont des problèmes de violence, qui vivent avec des problèmes de violence. Et elles appellent Femme Aide pour savoir où aller et quoi faire. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous entendent et je veux que vous sachiez où trouver de l'aide. Dans n'importe ville où vous êtes, en Ontario, cherchez le bureau de santé publique ou bien aller, comme j'ai dit, en ligne sur ontario.ca. Cherchez le médecin de famille parce que lorsque vous voulez un diagnostic, la première personne à parler avec, c'est le médecin de famille. Si vous n'avez pas de médecin de famille, je suis au courant du problème des médecins de famille. Il y a les cliniques sans rendez-vous, les cliniques médicales sans rendez-vous. Les médecins là-bas vont vous aider. Et puis, il y a les centres de santé communautaires. Moi, je sais que je répète parce que Dr Marie-Pierre a mentionné tout ça et Madame Hanan aussi a mentionné beaucoup de choses. Mais vous allez trouver l'aide. C'est là où vous allez commencer à chercher de l'aide et ils vont vous aiguiller. Et puis, il y a les centres de santé mentale. Cherchez sur ontario.ca et on va vous dire où trouver centre de santé mentale pour enfants et adolescents. Et définitivement, si l'enfant, alors moi je sais, si l'enfant est un étudiant à une école ou bien au jardin d'enfants même, il y a les conseils scolaires francophones en Ontario. Là, il y a les travailleurs sociaux, comme Dr Marie-Pierre a dit. On va vous guider, on va vous diriger. Et puis, comme je dis, si vous voulez que les enfants aillent pour les programmes gratuits, jouer, apprendre des choses, il y a les centres On y va en Ontario. C'est pas seulement à London, et c'est pour l'enfant et la famille d'un enfant de 0 à 6. J'espère que vous avez trouvé des ressources qui puissent vous aider. J'espère que vous allez essayer, vous allez aller en ligne pour ontario.ca et essayer de trouver les places les plus proches de vous. Et je suis là pour toute question. Merci beaucoup, Nora. Merci beaucoup, Anan et Dr Vendette. Alors, juste parce que je vois le temps qui avance, mais il y a quelques questions que je voulais quand même qu'on puisse éventuellement, auxquelles je voulais qu'on réponde éventuellement. La première question pour Dr Vendette. On a parlé des infirmiers praticiens. Quelle est la différence entre infirmier normal et infirmier praticien? Parce que je sais que c'est pas forcément infirmier praticien, c'est pas forcément un terme, par exemple, que moi en France je connaissais. Et donc je voulais juste qu'on remette un petit peu ça à plat pour les personnes, parce que les infirmiers ont quand même beaucoup de pouvoir, entre guillemets, et peuvent vraiment prendre, quand on n'a pas de médecin de famille ou des choses comme ça, les infirmiers peuvent être aussi une ressource. Donc je voulais juste
voilà, qu'on fasse la distinction. Oui. Et c'est une bonne question. Donc, généralement, l'infirmier ou l'infirmière praticienne, euh, comme je l'ai mentionné tantôt, va poser un diagnostic. Et va pouvoir, ben, en fait, un diagnostic médical. Certains infirmières praticiennes vont aussi poser un diagnostic plus de santé mentale, par exemple au niveau d'un trouble d'un déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Ils vont pouvoir aussi prescrire la médication puis faire le suivi de la médication, alors qu'un infirmière sans le praticienne ne peut pas poser un diagnostic médical ou en santé mentale et ne pourra pas non plus prescrire la médication. Toutefois, ça reste que cette infirmière-là peut évaluer l'état de santé de la personne, peut donner des soins médicaux, peut administrer des médicaments qui ont été précédemment prescrits, ou même aussi comme offrir de la psychoéducation sur différentes conditions médicales ou de santé mentale. Merci beaucoup. Euh, Comment est-ce qu'on a accès aux professionnels cités? Donc, je pense à ergothérapeutes, psychologues, etc. Est-ce Mhm. que il y en a certains par lesquels il faut qu'on passe via le médecin de famille ou est-ce qu'ils peuvent tous passer par en direct? Ou est-ce qu'il y a des auto-référencements, en fait, le psychologue va référer à un ergothérapeute ou vice-versa? Ouais. Euh, Ça aussi, c'est une bonne question. Puis là, j'y vais vraiment avec les connaissances sur le moment. Puis ça se pourrait que dans une heure, je dise, ah, j'aurais pu mentionner ça aussi. Donc, généralement, avec le système public, donc, il doit avoir une référence par un médecin de famille pour accéder ou obtenir des services. Au privé, généralement, on n'a pas besoin d'avoir accès à une référence là, d'un médecin de famille. Parfois, il y a des familles qui vont obtenir une référence du médecin de famille, qui vont le donner aux travailleurs là, en santé mentale, que ce soit là, le psychologue, le travailleur social, etc. Mais c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Donc, généralement, au privé, les parents vont pouvoir là, faire une référence eux-mêmes pour obtenir des services là, en santé mentale pour leur enfant. Il y a certains services, par exemple, au niveau du public, par exemple, comme dans un milieu hospitalier, qui des fois n'auraient pas besoin d'avoir une référence. Là, souvent, ça va être plus dans des moments de crise. Par exemple, les familles peuvent simplement se rendre à l'urgence dans un milieu hospitalier, puis ils vont être vus là, rapidement, donc sans référence là, d'un médecin de famille. Aussi, c'est des programmes en partenariat avec des services communautaires. Généralement, on n'a pas besoin nécessairement là, de référence. Aussi, c'est pour plus des programmes de psychoéducation. Généralement, on n'aurait pas besoin de référence non plus là, dans ces instances-là. Merci beaucoup. Et ça, Et c'est ce qui me dernier... vient rapidement comme ça. Ok. Et du coup, dernière question pour Docteur Vendette. Est-ce qu'on peut Mhm. parler du rôle du pharmacien au Ah oui, Canada? Parce que, alors moi je vais citer mon exemple personnel en tant que Française, le pharmacien parfois en France pourrait, entre guillemets, se substituer à un médecin par exemple pour des symptômes mineurs. J'ai un rhume, qu'est-ce que je peux prendre comme oui. médicament? Quel est le rôle ici du pharmacien euh, pour naviguer éventuellement un petit peu les services ou pour poser un diagnostic, proposer de la médication? Mhm. Voilà. Mhm. Ouais. Au niveau de la santé mentale, le pharmacien ne pourrait pas nécessairement poser un diagnostic. Le pharmacien ou la pharmacienne a quand même une certaine autorité à poser quelques diagnostics. Et là, je ne pourrais pas nécessairement énumérer là, la liste de tous les diagnostics qu'ils peuvent poser, mais je sais que cette liste-là, elle est accessible aussi publiquement. Sinon, de façon générale, un pharmacien peut expliquer là, comment prendre un médicament, peut parler aussi des effets secondaires, va pouvoir aussi peut-être te donner quelques suggestions s'il y a des symptômes mineurs qui vont apparaître pour un enfant ou pour une famille, peut administrer dans certaines instances aussi certains vaccins ou peut-être renouveler aussi dans certaines provinces, des fois la prescription. Au niveau de la santé mentale, ben, c'est certain que même moi, parfois, je vais référer des familles quand je travaille plus dans le milieu privé à un pharmacien pour que le pharmacien puisse expliquer la médication pour l'anxiété, pour la dépression, pour un TDAH, de soutenir aussi la famille à naviguer là, tous les effets secondaires, puis aussi que le pharmacien puisse
parler des possibles interactions entre les médicaments parce que des fois, ça peut arriver que certains enfants vont prendre plus qu'une médication. Donc, je peux parfois voir un enfant qui va prendre une médication pour la tension et aussi une médication pour l'anxiété. Donc, le pharmacien va certainement être très utile là, pour soutenir les familles là, à comprendre un peu plus les interactions entre les différentes médications. Puis, parfois, juste offrir aussi une certaine psychoéducation, là, puis soutenir plus comme l'engagement par rapport à la médication pour les familles à long terme qui souhaitent prendre la décision personnelle là, de médicamenter leur enfant là, dans certains défis de santé mentale. Merci beaucoup, docteur Vandette. On avait une autre question pour Hanan, mais qui du coup m'a envoyé le lien, donc je vais aller le poster sur le chat maintenant. C'est donc un lien qui vous permettra de trouver en fait la liste des organismes désignés en Ontario. Donc je poste le lien dans le chat. Et puis sur ces bonnes paroles, je vous souhaite tous une très très bonne fin de journée et une très bonne fin de semaine.